petits michous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous croyez que je ressemble à un pot de peinture, c'est normal, c'est pas beaucoup dormi avec l'astreinte. Je me suis couchée à 6 h, alors pour cacher la misère, j'ai fait pouf, la peinture. Mais je vais tout enlever après. Ça me gênerait pas de me montrer son maquillage, hein, c'est juste que j'ai très peur pour vos yeux, ça risque de faire mal. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour un update lecture. Attendez, j'essaye de porter ça, voilà. Donc il y a au total 5 romans, même si je vous en présente que 4 là visuellement, j'ai prêté le 5e à ma soeur, mais ça n'empêche que je peux vous en parler. 1 et 2 romans graphiques. Il y a des sorties récentes, il y en a une d'ailleurs, je crois qu'elle sort le jour où vous voyez cette vidéo. À peu près. Donc là je suis vraiment dans les temps, je peux pas faire mieux parce que vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir demandé mon avis sur celui-ci et vous allez pas être déçus du voyage. Lors du dernier update lecture, je vous avais un petit peu mis l'eau à la bouche en vous disant que j'étais actuellement en train de lire du coup L'Empire de Verre, le tout premier tome, La fiancée du mal de Marie-Claude Gagnon, qui est un livre auto-édité. Dans cette histoire, on va suivre Élise, qui est une princesse et qui n'a pas d'autre choix que de se rendre dans le pays voisin et d'épouser l'horrible monstre qui régit sur toutes ces contrées pour pouvoir protéger du coup son peuple. Sauf que cet horrible monstre, c'est comme une bête, hein. Dans La Belle et la Bête, c'est exactement le même style. Il est horrible en tout point, mais pourquoi? Qu'est-ce que cela cache? Tellement de choses mystérieuses, des pièces secrètes, qu'est-ce qui renferme, etc. C'est assez terrifiant par moments. Je me souviens que je vous disais que c'était une bête horrible, j'avais utilisé un mot que j'avais pas trop l'habitude d'utiliser devant l'écran, devant, derrière, du moins ce que vous êtes en train de voir. Je sais plus ce que c'était, mais j'avais utilisé un mot pas très sympa pour le décrire parce que j'étais pas très loin au moment de ma lecture. J'avais peut-être lu 50 pages parce qu'il est pas très gros, hein. Il fait 330 pages à peu près ce premier tome. Et effectivement au début c'est une espèce de bête horrible, vraiment, vous avez envie de lui cracher dessus, de lui jeter des pastèques et des pierres, il est horrible ce fameux prince. Outre cela, je dois vous avouer, oh là là, que c'était une lecture géniale. J'ai passé tellement un énorme moment de plaisir avec cette autrice, avec ce qu'elle nous a écrit. Et d'ailleurs, je la remercie de tout cœur puisque c'est elle qui m'a contactée pour découvrir son bébé. Et c'était vraiment une découverte magnifique. Je vous le dis, pour moi, c'est vraiment comme une réinterprétation, une inspiration du conte de La Belle et la Bête. Mais quelle bête quoi, mais quelle bête, j'aime cette bête, je vous jure, je l'aime. Alors oui, j'ai changé de fusil d'épaule, mais si vous lisez le livre, vous comprendrez très clairement pourquoi. L'autrice a une plume extrêmement fluide, elle arrive vraiment à créer ce petit détail, je sais pas, cette sensation qui fait qu'on est très épris des personnages et que même si au premier abord c'est une bête, qu'on déteste ce prince, on arrive quand même à être touché par lui puisque la manière dont elle écrit les choses, dont elle dépeint son histoire est vraiment touchante et bouleversante. Moi c'est le genre de plume qui me conquit, qui fait que je passe toujours un bon moment dans mes lectures et qui fait que j'arrive justement à devenir attendrissante envers des personnages que de premier abord j'aurais vraiment détesté. Ça se lit sans fin, ça se lit d'une traite. Alors moi j'ai pas pu le lire d'une traite, mais vraiment c'était à chaque fois je devais le reposer, c'était vraiment un contre-cœur, c'était tellement rapide comme lecture. C'est seul mon petit défaut, c'est que ça a été beaucoup trop vite. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, franchement j'aurais aimé. Les 330 pages on les voit pas passer, c'est comme le TGV devant vous, vous avez pas le temps de dire ouf qu'il est déjà passé. D'ailleurs je suis en train de me dire, je vous ai dit que c'était un livre auto-édité. Faux. Faux. Elle a publié aux éditions Ada. Voilà. Les secrets qui sont dévoilés dans son livre sont incroyables. Il y a des choses que je ne pensais vraiment pas venir et c'est pas un truc trop facile, c'est pas genre une bête qui devient attendrie, qui devient un petit cœur d'artichaut. Non, parce que même si notre héroïne fait en sorte qu'il avance dans son parcours, vous avez toujours des choses qui surgissent, qui reviennent de son passé et qui font vraiment un tumulte incroyable. Et j'ai trouvé ça très bien, justement, très bien élaboré, très bien envisagé. C'est pas facile et c'est ça que j'ai aimé. Comme elle, sa vision des choses, sa vision de lui et du monde dans lequel elle va du coup évoluer n'est pas non plus facile sans être non plus trop compliqué, trop tiré par les cheveux. C'est vraiment très bien dosé. Donc voilà, vous avez compris, hein, j'ai été terriblement conquise, c'était une lecture géniale. Il faut que je voie avec l'autrice quand est-ce que sort le tome 2 parce que je veux absolument la suite, très vite je l'espère. Petit aparté, avant de continuer cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'un projet qu'a une Kimichou. Elle m'a envoyé un mail pour m'expliquer ça et j'étais terriblement touchée puisqu'elle m'a également dit qu'elle n'en avait pas parlé à d'autres personnes, pas d'autres booktubeurs, donc ça m'a vraiment fait très chaud au cœur et j'avais envie de vous en parler. Il y a quelques temps de ça, Hachette avait organisé notamment un concours pour la sortie des Twisted Tales avant que tout ça ne commence. C'était comme ça qu'ils avaient établi justement les premiers romans et elle avait participé à ce concours, elle avait fini 4e avec son roman. Je trouve ça incroyable, vu le
le nombre de manuscrits qu'ils ont dû recevoir, c'est que son histoire mérite vraiment le coup. Et en voyant ça, elle a eu juste qu'une envie, c'était de publier son bébé, donc elle s'est lancée dans l'auto-édition. Vous pouvez actuellement retrouver sur Ulule du coup sa campagne, donc je vous mettrai directement les liens juste en dessous. C'est une réécriture de conte du coup comme vous l'avez compris, et notamment du conte de La Belle au bois dormant du point de vue de Maléfique. Il s'intitule De l'étincelle jaillit la flamme, et rien que la couverture, j'avoue que j'ai été extrêmement charmée. Elle doit encore m'envoyer du coup déjà un extrait pour que je puisse le lire. Je vous en reparlerai sur Instagram si vous voulez vraiment avoir mon avis avant de vous lancer sur au moins cet extrait avant le temps imparti du coup de la campagne Ulule, mais je vous avoue que je suis extrêmement curieuse et je n'ai qu'une hâte, c'est si je peux la soutenir, donc n'hésitez pas non plus à essayer de regarder un petit peu ce qu'elle nous propose et de la soutenir si le cœur vous en dit. Il faut savoir que cette update lecture est extrêmement mitigée, je suis tellement déçue de certaines lectures, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir, ça change de mes autres... Oh, j'allais dire non, mes autres updates. Je vous propose de continuer avec un livre dont c'est un genre que je ne connais absolument pas et je l'avais entamé avec ce livre. Quelle erreur j'ai fait. Il s'agit du coup des 7 mensonges de Elizabeth Kay, publié chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Dans cette histoire, on va suivre deux meilleures amies, Jane et Marnie. Ces deux amies d'enfance ont une amitié très fusionnelle, même trop fusionnelle. Et ce qui va se passer, c'est que en fait Marnie va donc épouser quelqu'un. Sauf que Jane, tout du moins, on sait pas exactement, mais il va se passer que le mari de cette fameuse femme va mourir et tout aurait commencé par le premier mensonge de Jane et du coup il y en a 7 qui ont mené à cette histoire. Vous êtes beaucoup à me l'avoir dit et croyez-moi, c'est pour ça que je l'ai acheté aussi. Le côté éditorial de ce livre est incroyable, la présentation, vous le voyez, il est très atypique. En fait, ce sont des onglets. Ils sont du coup au nombre de 7 récapitulant, j'ai cru que j'allais bugger sur le mot, récapitulant chacun des mensonges. Du coup, ça aurait pu être vraiment un thriller génial. Le sujet, la manière dont c'est approché, dont c'est abordé tout du moins, est super intéressante, très intrigante et très originale. Vous avez pas vu beaucoup de livres comme ça, nous sommes bien d'accord. Mais quelle déception! Vous avez pas idée, la déception que ça a été. Alors je préfère vous dire tout de suite, je ne vais pas pour autant abandonner le thriller, j'en ai d'autres encore dans ma palle et je compte bien persévérer puisque la plupart des gens qui sont habitués des thrillers m'ont également dit que celui-ci n'a pas fonctionné sur eux, donc je me dis que c'est plutôt le livre qui a un souci et pas le genre. Qu'est-ce qui m'a perturbée dans cette histoire? Bah en fait quasiment tout. C'est plat, mais je vous jure, c'est plat, ça n'avance pas, c'est lent, il se passe rien et les mensonges, je vous jure, on s'attend à des trucs percutants, des trucs gros. Et ce sont des mensonges bénins. Alors c'est très intéressant quelque part de se dire que par des mensonges bénins peuvent découler des choses très graves. C'est vrai, mais quand vous arrivez au troisième mensonge et que c'est toujours des mensonges à la noix de coco, au bout d'un moment vous êtes en train de vous dire mince, il faut faire quelque chose, il faut avancer dans le truc quoi. Là où ça a pu être intéressant, et encore avec moi ça va pas totalement fait, mais les personnes qui l'ont pas apprécié ont quand même soulevé ce point, c'est tout ce qui est psychologie des personnages. L'autrice a beaucoup développé ce point de vue là puisque en fait tout va tourner autour d'une amitié obsessionnelle, vraiment quelque chose de très important, de très néfaste, quelque chose de pas positif du coup, et c'est vrai que c'était important que la psychologie soit développée pour que ça puisse être intéressant, mais ce que j'ai pas aimé là-dessus, c'est que déjà j'ai pas réussi à accrocher au personnage de Marnie, qui est du coup la meilleure amie qui a un époux décédé, ça on le sait dans la 4ème de couverture, je ne vous spoil rien du tout, et à côté de ça, Jane, on n'arrête pas de nous déblatérer sa vie pour essayer justement de nous montrer pourquoi est-ce qu'elle en est devenue à devenir ce qu'elle est. Non, 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 il faut arrêter ce genre d'approche, l'approche où on essaye de dédouaner en fait les actes de la personne. Je suis pas d'accord. On peut être foncièrement méchant, ce ne sont pas des choses de la vie qui ont fait que, et ce qu'elle a vécu, malheureusement, d'autres personnes le vivent. Et c'est pas pour autant que ça devient des psychopathes comme cette femme. Je l'ai terminé quand même parce que je voulais pouvoir vous en parler pleinement. Vous savez, je déteste abandonner des livres. J'en ai fait un une fois, mais vraiment parce que là ça me passait au-dessus. C'était impossible que je continue ma lecture. Et j'étais jusqu'au bout parce que je voulais savoir le fin mot de l'histoire. Il y avait des trucs où j'avais envie d'avoir des réponses à mes questions, mais la fin est prévisible. Très clairement, je l'ai senti venir à 3 km. Je me suis pas trompée et la toute fin, une fois qu'il se passe ces choses, tout après quoi, et je vois pas l'intérêt. On est vraiment dans quelque chose avec une psychopathe, ok, mais c'est tout.
Je dis pas que les personnes qui pensent comme ça, donc les personnes qui ont de tels problèmes psychologiques, raisonnent de manière sensée, je le comprends, mais ces approches, mais ça marche pas. Voilà, j'adhère pas du tout. C'est plat, on s'ennuie, il se passe rien. Les 3 premiers mensonges, donc attendez, au 3e mensonge, vous êtes quand même à 150 pages à peu près. C'est toujours plat, vous comprenez pas où veut vous emmener l'autrice, qu'est-ce qu'elle veut vous raconter, ça n'a pas d'intérêt en fait. Et du coup je suis très déçue, surtout qu'en plus ce bouquin il avait reçu un prix, il avait une petite étoile dessus, du moins un petit macaron, je crois que c'est le prix La Bête Noire, un truc comme ça, je sais plus, et je comprends pas, franchement je comprends pas. Donc j'ai regardé un petit peu les avis sur internet, il y a beaucoup de personnes mitigées et d'autres, autant vous avez du coup mitigé. Vous avez autant des personnes qui ont le même avis que moi et autant des personnes qui ne l'ont pas. Je suis désolée, je begouille vachement, mais c'est vrai que ce livre m'a tellement déçue, j'en attendais tellement, donc c'est clairement le genre de livre qui ne va pas rester dans ma bibliothèque, voilà. J'ai pas l'habitude d'avoir de vraies déceptions en termes de livres et du coup je me rends compte que c'est pas évident de critiquer un livre dans son aspect négatif parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot derrière tout ça, donc je veux pas non plus être méchante envers les personnes qui se sont investies, mais c'est vrai qu'il faut que je vous donne mon avis sincère comme je le fais toujours et je veux pas non plus mâcher mes mots tout en restant respectueuse. Il faut savoir qu'au moment où je filme, il est tard, nous sommes la veille au soir de quand vous voyez cette vidéo, si vous la voyez le jour J, et il est 19h30. Pourquoi est-ce qu'il est 19h30? Parce que je voulais à tout prix finir ce livre pour vous en parler dans la vidéo. Il s'agit du coup des Chroniques de l'érable et du cerisier, le premier tome, Le Masque de Noho de Camille Monceau, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'y suis arrivée. Dans cette histoire, on va suivre Ichiro qui est un jeune enfant abandonné et recueilli par un ancien samouraï. Il va donc l'élever en compagnie de sa maîtresse de maison jusqu'au jour où il va se passer quelque chose de très grave et Ichiro du coup va devoir faire face à son destin. On ne sait rien de plus par rapport à ce que nous dévoile la 4e de couverture et je sais pas s'il y aurait grand intérêt à vous en dire plus. Bon, en termes éditorial, là on est d'accord qu'il est magnifique. Quand je vous en avais parlé aussi dans la vidéo de la rentrée littéraire, vous aviez beaucoup aimé. En fait la tranche est très belle, elle est bleutée avec des petits imprimés dessus, enfin c'est magnifique quoi. Mais c'est pas parce qu'un livre est beau qu'un livre est bon et pour moi c'est encore une déception, ça l'a vraiment pas fait. J'en attendais de ce livre, du moins j'avais pas mis une barre haute et c'est pas ça qui a fait que je suis déçue, pardon, vraiment c'est pas ça qu'il faut prendre en compte. C'est surtout que j'étais trop contente de me plonger dans un univers inspiré du Japon. J'adore la culture asiatique et la culture japonaise et du coup j'étais terriblement ravie. Alors là-dessus ça colle, on nous parle pas mal de samouraïs, de l'histoire du Japon, des différents clans, des différentes guerres, etc. Là-dessus c'est censé, mais non, c'était trop plat, trop vide. Il va se passer des choses, passer les 300 pages, sachant qu'il en fait 400. Et les 300 premières pages, vous avez tout l'aspect d'Ichiro quand il grandit et qu'il est élevé par un samouraï, et l'aspect où il doit tourner le dos à ce qui s'est passé et avancer pour pouvoir continuer de vivre. Mais qu'est-ce que c'était lent, ça n'a rien apporté. En fait, toutes ces explications sur le moment où il doit faire face à son destin et où un petit garçon essaye de s'en sortir dans la vie sans argent, sans toit, rien du tout, c'était lent et du coup ça m'a rien apporté. Ça aurait pu faire en sorte que du coup je sois plus touchée par le personnage, etc. Mais j'ai même pas eu cette empathie envers lui alors qu'il va vivre des choses terribles, hein. Il va en voir des vertes et de pas mûres tout le long du roman, même entre les 300 et 400 pages il se passe des choses qui peuvent vraiment vous couper, avoir froid dans le dos. Mais j'ai pas eu d'empathie pour le personnage, alors que vous le savez, je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, d'extrêmement sensible, et je pense que là par contre c'est clairement la plume de l'autrice qui m'a gênée, même quand je le lisais, parce qu'en même temps je lisais un autre livre d'une lecture commune, je vais vous en parler après, et bien quand je le lisais ça ne collait pas, c'est-à-dire que l'autre livre je le lisais 50 pages, j'avançais super vite, c'est pas pourtant écrit spécialement gros, c'est une présentation vraiment classique, même les Gallimard sont écrits vachement gros, pourtant on est bien d'accord, mais 50 pages là-dedans, je mettais 2 fois plus de temps que 50 pages dans mon autre livre, c'est lent à lire, c'est pas lourd parce que le vocabulaire est compréhensible et tous les termes japonais sont expliqués, mais c'était pesant et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé que voilà, il n'y avait pas d'intérêt à cette histoire, que ça se décante uniquement sur les 100 dernières pages et que ce qui nous laisse entendre à la fin du roman, ça me donne pas envie de savoir la suite. Voilà, c'est vraiment dommage parce que je trouvais que c'était une excellente idée, que j'ai trouvé que toute l'inspiration japonaise était vraiment géniale. Certains personnages auxquels j'ai pu m'accrocher, mais c'est même pas des personnages principaux. Alors ça va peut-être le devenir dans le tome 2 d'après ce que j'ai compris, mais le personnage principal, le Ichiro, non.
il est gentil, il est mignon, il essaie de s'en sortir dans sa vie, d'accord. Non, ça l'a pas fait. Donc clairement, je n'achèterai pas le tome 2, voilà, ou je le demanderai pas en service presse, puisque là c'était un service presse de la maison d'édition, et malheureusement, hein, c'est pas parce que c'est un service presse que je dois l'apprécier, non, c'est une déception. Est-ce que vous, ça va vous correspondre ou pas? Je peux pas vous dire. Je peux vous dire que c'est un rythme très lent, comme vous l'avez compris. Pendant les 300 premières pages, n'attendez pas grand chose. Il va se passer des choses dans la vie de Ichiro, mais je veux dire, toutes ces choses-là n'amène rien de plus par rapport à ce qui va suivre, et vous l'avez compris, c'est un orphelin, donc on ne sait rien de lui, et la seule fois où on commence à avoir une petite information, c'est dans l'épilogue, dernière phrase, voilà. Mais même ce qui est écrit là, ça me met pas l'eau à la bouche. Donc non, malheureusement c'est une déception. Si jamais vous décidez de craquer, de le lire, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous avez ressenti votre lecture, si vous l'avez apprécié davantage que moi, si vous avez souligné les mêmes points noirs que moi, malheureusement je serais très curieuse, mais je suis désolée de vous parler encore une fois d'une déception. On va remettre un petit peu de gaieté par ici et on va parler d'un livre que j'ai adoré, mais adoré, il est trop bien. Il s'agit de celui-ci, du coup c'est Les Héritiers de Nadar, le premier tome, Alba, de Terry Dunes Caretto. J'avais peur de faire une erreur donc j'ai vérifié, qui est un livre auto-publié, et ce coup-ci je vous dis pas de bêtises, c'est vraiment de l'auto-édition. Dans cette histoire on va suivre Alba qui fuit du coup la France et qui s'installe à Londres et qui va devenir du coup productrice de cinéma. Même si de premier abord on s'attend à ce qu'elle ait une vie assez calme, assez tranquillou bilou, on se rend compte que Alba, depuis son enfance, a des événements un petit peu particuliers, des choses qu'elle ne comprend pas, des choses qui ne sont pas normales, très clairement. Et en plus, son passé, son enfance, elle a vécu des choses très mystérieuses qu'elle n'explique toujours pas au jour d'aujourd'hui. Et c'est sur ça que va partir vraiment l'histoire, puisque le côté productrice, etc., ok, elle va rencontrer ses amis, elle va rencontrer des personnages importants, mais c'est tout. C'est le genre de livre qui est découpé, je dirais, en deux parties. Vous avez la première partie, justement, où on apprend qui est Alba, qu'est-ce qu'elle a vécu dans sa vie, les rencontres qu'elle fait, son nouveau départ à Londres, tout ça. Et vous avez la deuxième partie, alors là c'est un bijou, franchement c'est un bijou qui est très tiré, inspiré de la mythologie grecque. Et j'aime tellement la mythologie, que ce soit la grecque, l'égyptienne, alors un tout petit peu moins la nordique, c'est celle que j'aime le moins si je devrais choisir, mais la grecque je l'aime par-dessus tout, et je peux vous assurer que cette deuxième partie, oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne, et il se passe tellement de choses, c'est tellement bien fait, c'est tellement construit d'une manière à ce qu'on comprenne tout, à ce qu'on se voit dedans, à ce qu'on a l'impression d'être un autre personnage dans le cercle d'amis, à essayer de trouver des solutions, des explications sur ce qui se passe. C'était vraiment incroyable cette deuxième partie. Si j'accentue beaucoup sur cette deuxième partie et moins sur la première, c'est que la première, vous pouvez peut-être ressentir un petit peu de lenteur, puisque on commence notamment avec un prologue dans un univers totalement fantastique, fantasy, où on est vraiment amené dans la mythologie grecque. Et après, vous avez tout de suite le basculement à la vie réelle de vous et moi, notre petit train-train quotidien, et ce sur la moitié du roman. Donc ça peut peut-être être dérangeant pour les personnes qui vont ressentir quelques longueurs, mais au vu de la plume de l'autrice, je vous jure, vu sa plume, la longueur je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue, ça m'a permis d'apprendre à connaître Alba, ça m'a permis d'apprendre à connaître son histoire, son passé, les personnages qu'elle va rencontrer, l'importance de ces personnes-ci. Je veux dire, j'ai pas vu cette longueur et ça m'a amené quelque chose, et c'est ça le plus important pour moi. Des longueurs, c'est quand ça n'apporte rien du tout. Là, ce sont des longueurs qui m'ont apporté, qui m'ont fait ressentir des choses, qui m'ont fait apprécier davantage Alba, et je pense qu'elles ont été nécessaires ces longueurs-ci. Donc j'ai déjà discuté un petit peu avec l'autrice qui penche actuellement sur le tome 2, je sais qu'il y a également un tome 3, et j'ai vu qu'elle avait fait aussi une campagne sur Ulule, donc je vous mettrai tout dans la barre d'informations, où vous pouvez notamment acquérir le tome 1, 2 et 3 pour 30 €. Donc là franchement c'est génial en termes de prix, il n'y a pas plus attractif. C'est comme une petite bricasse de 600 pages que je tiens là, donc croyez-moi, il y a de quoi faire, et je n'ai qu'une hâte de lire le tome 2. Je veux dire, il est incroyable ce livre, et j'en avais discuté avec l'autrice et je lui avais dit que j'aurais beaucoup aimé que le tome 2 porte sur Ondine. Ondine est un personnage que vous découvrirez dans le roman si jamais vous le souhaitez, et elle m'a dit que le tome 2 n'était pas porté sur Ondine mais sur deux autres personnages, donc je vous dirai pas spécialement qui. Mais elle m'a dit que le tome 3 est sur Ondine, donc j'étais beaucoup trop contente. J'ai hâte de pouvoir tout découvrir. Je ne peux que vous inviter à aller découvrir justement ce roman si vous aimez tout ce qui est sous fond de mythologie grecque.
c'était trop beau, c'était génial. La plume de cette autrice est excellente, je la remercie vivement pour sa confiance de m'avoir envoyé son gros bébé. Elle était pas obligée, elle m'avait envoyé l'e-book, elle m'a dit écoute si tu l'apprécies et tout, moi je t'envoie le livre. Du coup il est là et lui il va rester dans ma bibliothèque très clairement. Je vous propose de couper un petit peu toutes ces lectures juste romans purs et durs avec plutôt des romans graphiques. Il y en a deux, donc on va commencer notamment avec celui-ci. Il s'agit du coup de Speak, qui est du coup une adaptation du roman de Émilie Carroll, ici illustré aux éditions Rue de Sèvres. Dans cette histoire, on va suivre Melinda, une jeune fille de 15 ans qui a du coup subi un viol l'été dernier et qui essaye d'avancer, sauf que elle ne peut pas mettre des mots sur ce qui est arrivé. Elle arrive à en parler à personne et tout ce qui va se passer, c'est qu'elle va tomber dans un gouffre petit à petit. Et on va suivre justement tout son parcours de je tombe dans un gouffre et voir si elle arrive à s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse, comment est-ce que elle va réussir à accepter tout ce que les gens vont dire autour d'elle. Parce que la manière dont ça s'est passé, elle n'a pas dit que c'était un viol, elle n'a rien dit à personne, mais du coup elle a été amenée à forcément prévenir des personnes sur le moment. Et comment ça s'est passé, les gens se payent sa tête maintenant. Donc on la pousse dans les couloirs, etc. C'est vraiment l'anarchie. Elle vit quelque chose de très dur, Melinda, là-dedans, et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. On se rend compte que c'est quand même une lecture extrêmement poignante, hein. On parle d'un sujet très compliqué, donc là oui non, trigger warning je dirais non, parce que c'est très bien abordé et il y a des choses on ne voit pas, hein, très clairement on ne voit pas tout ce qu'on n'a pas envie de voir et tout ce qu'on n'a pas envie que les plus jeunes enfants voient, et au contraire pour moi c'est un livre à mettre dans les mains des plus jeunes pour justement montrer comment est-ce qu'il faut réagir et surtout qu'il faut réagir. Voilà, c'est très important. J'en discutais avec la libraire chez qui je suis partie le chercher et elle m'a dit qu'il y a énormément de collégiens qui l'achètent justement parce que ils sont très intrigués de voir comment est-ce que ça peut se dérouler, qu'est-ce que ça peut leur apporter, et de plus en plus vous avez des profs aussi qui mettent ce livre dans les mains des jeunes et ça j'ai trouvé ça juste génial. Je veux dire c'est tellement bien fait que ça peut vraiment apporter à ces jeunes en prévention, ou même ceux qui ont vécu ça malheureusement et qui n'ont jamais réussi à le dire. Ils doivent vivre dans un tel désarroi, dans une telle noirceur que ça doit être trop compliqué de ressortir la tête de l'eau, et je pense que ces livres peuvent vraiment apporter un petit peu de clarté dans tout ça, un petit point de lumière pour aider ces personnes. Outre ça, le style graphique est absolument génialissime, j'ai été conquise. C'est pas des bulles, des choses très structurées, hein. Vous voyez la mise en page elle est très différente justement selon les pages, et ça j'aime beaucoup, je trouve que ça rajoute du naturel à l'histoire. Moi j'ai été charmée, voilà. Alors je connais pas le roman original, je ne l'ai pas lu, mais je trouve que c'est très bien amené dans ce livre, que les textes sont pertinents. En fait on suit la héroïne au fil des trimestres de son école et on se rend compte de pas mal de choses vis-à-vis de l'avancée de l'année, et j'ai trouvé ça extraordinairement bien fait, vous l'avez compris, hein, j'ai été charmée. Je ne peux que vous inviter à le lire, vous allez ressentir beaucoup de choses. Alors j'ai pas pleuré, j'ai pas versé ma larme, mais c'est vrai que des fois j'ai été... ça m'a prise de court, certaines réactions des gens, j'étais totalement dans l'incompréhension. Je me suis dit comment est-ce qu'on peut être débile à ce point là, que ce soit des camarades de classe, des profs, ses parents, tout. Je me dis mais comment les gens y font pour pas s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. Une personne qui change du tout au tout comme ça, il faut être miro, ou il faut vraiment ne pas vouloir le voir pour ne pas réagir. Et du coup des fois je m'énervais toute seule, genre en mode mais tu vois rien, t'es vraiment débile quoi. Ah ça m'énervait, j'avais envie de leur secouer les puces, j'avais envie de leur dire quoi faire. Bon moi je pouvais autant m'exciter comme je le voulais derrière mon livre, hein, ça n'aurait rien changé, nous sommes bien d'accord. Mais c'est vrai que quand je lis je suis très émotive, je réagis beaucoup avec des gestes et des paroles. Vous le voyez un petit peu mes mimiques, hein, je suis toujours en train de bouger quand je parle. Et c'est vrai que du coup je réagissais énormément quand je lisais ce roman et je ne peux que vous le conseiller, voilà. C'est vous qui me l'avez conseillé d'ailleurs sur Instagram parce que je vous avais parlé de La saveur du printemps, alors qui est beaucoup plus mielleux, on est bien d'accord, qui est beaucoup plus doux et romantique, et on m'avait conseillé Speak et on m'a dit bah par contre fais attention, c'est quand même un sujet sensible, et je trouve ça génial, voilà, je trouve ça génial. Je sais qu'il y en a un autre que je voudrais lire qui parle plutôt d'IVG, donc là je pense aussi qu'il peut être vraiment super bien. Pour moi une lecture bonne n'a pas besoin de parler d'un sujet je dirais pas bon, mais d'un sujet positif. Voilà, on peut avoir des bonnes lectures quand on entame même des sujets aussi graves que celui-ci, et je ne peux que vous conseiller de le lire. Si cette mouche revient, je la percute avec Speak. Mais va-t'en! Je vous propose de continuer avec le dernier roman et après on finira avec mon roman graphique. Alors là je l'ai pas en ma possession
nous avons un petit ski à bois. Je ne l'ai pas en ma possession, je l'ai prêté à ma soeur, elle était très intriguée. Il s'agit du coup de Midnight Sun de Stephanie Meyer, publié aux éditions Hachette. Je vais pas vous faire tout le petit pitch de qu'est-ce que Twilight, qu'est-ce que Tentation, tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, vous avez dans ce roman l'histoire de Tentation, donc le premier tome de Twilight, selon le point de vue de Edward, donc Monsieur Cullen, alias le vampire. Si vous voulez un comparatif de la première version, donc du point de vue de Bella versus celle de Edward, vous n'allez pas la trouver avec moi parce que je n'ai pas lu les Twilight, j'ai seulement vu les films. Donc en termes de comparatif, il faudra vraiment se baser là-dessus. C'est une très grosse bricasse qui fait 800 pages et je pense qu'on aurait pu en enlever beaucoup dans ce roman, mais vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que comme on le voit à travers Edward, si vous le savez ou non, Edward est un vampire avec une particularité, il peut lire les pensées des gens en fait. Et du coup, on va avoir davantage d'informations du point de vue d'Edward puisqu'on va voir toutes les pensées qu'il va voir des autres personnes, hein, tout simplement. Et ce que j'ai grandement apprécié, c'est pas cet aspect-là, parce qu'en fait je l'ai trouvé très lourd. Des fois vraiment il utilisait ça pour pouvoir surveiller Bella et c'était, on voyait tout et n'importe quoi. Ça parlait de basket, ça parlait de sexualité, ça parlait de... ça allait dans tout et n'importe quoi. Par contre, j'ai trouvé que ça apportait énormément avec la relation que peut avoir Edward avec Alice, qui est du coup une autre vampire, si vous ne connaissez pas. Ça me fait bizarre parce que pour moi tout le monde connaît Twilight, donc j'essaye d'amener quand même la chose sans spoiler personne, mais c'est vrai que dans ma tête tout le monde connaît Twilight. Et justement pour moi c'était le gros point positif, c'est que on en apprend plus sur les Cullen et j'ai trouvé ça beaucoup trop bien. Franchement c'est le truc qui m'a le plus séduite, c'est d'en apprendre plus sur l'histoire de chaque personnage et de ce lien entre Edward et Alice. Par contre, tout le restant, c'est soit copier-coller du coup du premier tome classique de la saga, soit c'est trop de longueur à cause des pensées. Vous avez toute une partie vraiment, comme moi je voulais amener quand j'en parlais, du je veux la mordre, mais je peux pas, je veux la mordre, mais je peux pas. Vous avez ça, mais c'est long avec ça, c'est tellement long. C'est pour ça que pour moi le roman, vous pouvez vraiment le troncaturer de 300 pages, je pense. Et du coup c'est ce qui m'a peiné, et c'est qui a fait que j'ai mis que 15/20 sur le Duradict, du coup c'est parce que c'était beaucoup trop lent, mais vraiment. Alors passer du coup la deuxième partie, ok ça avance, je suis pour, mais c'était trop lent. Donc j'espère vraiment que... Mais elle veut pas me lâcher cette mouche. Donc j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de suite parce que pour moi il n'y a pas d'intérêt. Voilà, je préfère clairement, parce que je sais pas si vous le savez, Stephanie Meyer a annoncé qu'il allait avoir d'autres livres sur l'univers Twilight. Je préfère clairement des livres annexes sur les personnages, sur notamment l'histoire des Cullen, l'histoire de Alice et Jasper ou je ne sais qui. Voilà, vraiment les Cullen j'aimerais beaucoup, plutôt que d'une suite selon le point de vue d'un personnage, ça n'apporte rien. Pour moi en plus qui n'ai vu que les films, ça m'apporte strictement rien. La plume de Stephanie Meyer, ça se lit bien, tout ça, c'est quand même bien écrit, y a pas de soucis, c'est fluide, vous allez pas perdre votre temps. Sauf sur les 300 pages qu'on pourrait enlever, voilà. Mais c'est vrai que du coup j'ai été assez déçue et je me suis accrochée jusqu'au bout pour la lire parce que du coup je me suis dit est-ce que ça a grand intérêt, comme je connais l'histoire, tout ça, je me suis dit non, on va voir vraiment jusqu'au point de vue d'Edward et ça apporte que pour l'histoire des Cullen, tout le restant c'est du copier-coller, vous n'aurez rien de plus. Je vous avais dit que j'ai eu pas mal de déceptions mine de rien, donc j'espère vraiment qu'il va falloir que je trouve des bonnes lectures derrière parce que là ça commence un petit peu à être démoralisant tout ça. Et le dernier titre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est un roman graphique qui vient tout juste de sortir, il n'est nul autre que celui-ci, qui est nommé du coup Après le monde de Timothée Leman, publié aux éditions Sarbacane. Vous l'avez compris, nous sommes très clairement dans une histoire post-apocalyptique, le monde est rasé, il ne reste que 2 personnes sur Terre, 2 enfants. On va donc les suivre dans la découverte de cet après-monde, de pourquoi eux ont survécu, quels sont les drôles de fantômes qu'ils aperçoivent, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça peut être résolu, comment est-ce qu'on survit quand on est un enfant, qu'on n'ose pas sortir à cause de tout ça, comment est-ce qu'on trouve notre nourriture. C'est vraiment ce côté post-apocalyptique qui est développé du coup au travers de ce roman graphique. Et je dois avouer que, alors déjà les dessins, est-ce qu'on parle des dessins? C'est à couper le souffle, c'était absolument magnifique, j'étais captivée tout du long, je l'ai lu au milieu de la nuit, ce roman graphique, mais je pouvais pas détacher mes yeux, hein. Peu importe si j'étais fatiguée ou pas, je dis niet passe, je lis jusqu'au bout, mes yeux ils étaient captivés par ce qu'ils voyaient, c'était très bien dessiné, c'était très bien fait, j'aime beaucoup comment est-ce que du coup certaines questions sont amenées, voilà la question... Est-ce que je deviens fou ou pas? Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Je veux trouver quelqu'un d'autre? Vous avez une relation notamment avec un des enfants et un téléphone portable et vous voyez
tout ce côté psychologique là que j'ai beaucoup aimé. Même si c'est pas extrêmement développé, j'ai trouvé que ça l'était suffisamment pour que nous, du coup, on ressente de l'empathie pour eux et j'ai trouvé ça très intéressant. Le côté qui m'a peut-être un tout petit peu chagriné, mais pour moi ça reste de toute façon une très bonne lecture, donc là ne vous en faites pas, c'est un point sur la fin, donc je vais pas vous dire exactement quoi, mais j'ai pas compris. En fait, vous avez à la fin quelque chose, on nous montre quelque chose, et je sais pas à quoi ça correspond. J'ai cherché dans le roman, je me suis dit mais mince ce truc, est-ce qu'on l'a déjà vu? Je comprends pas. Non, alors du coup je comprends toujours pas. C'est dommage hein, de pas avoir compris ce petit truc là, n'est-ce pas Kimberley? Donc j'espère que si jamais vous le lisez, vous allez m'envoyer un message et vous allez essayer de converser avec moi là-dessus, parce que je vous avoue que je suis un petit peu dans le flou. Et ça m'embête parce que j'ai tellement aimé cette histoire que j'aurais vraiment aimé comprendre du coup ce... Mais cette mouche! Je suis désolée, elle va me rendre folle, il y en a une dans la pièce, elle tournicote depuis tout à l'heure et qu'est-ce qu'elle fait? Je tchatche et elle vient se poser sur ma face. Non mais d'où le respect? Enfin voilà, j'ai adoré, mais j'ai un petit problème avec la fin, mais je ne peux que vous conseiller. C'est vrai que la libraire où je suis partie l'acheter, donc je les achète toujours chez les mêmes personnes, tout ce qui est plutôt graphique, et la libraire l'a lu et elle m'a dit moi j'ai pas aimé. J'ai fait ah mince. Déjà elle est honnête, pour une libraire elle est honnête, elle a peut-être pas besoin de dire ça pour ne pas que je l'achète, vous voyez. Et du coup elle m'a dit moi c'est vrai que j'ai pas aimé parce que j'aime pas le post-apocalyptique de base. J'ai dit oui bon bah vu comme ça me paraît normal. Mais elle m'a dit qu'en fait elle a été vraiment charmée justement par les dessins de Timothée Lemoine et je ne peux que la rejoindre là-dessus. Et bien voilà les Kimichou, ça y est, j'ai terminé de bavasser avec vous dans cette vidéo. J'espère du coup avoir pu vous guider quelque peu dans vos futures lectures. C'est vrai que vous prenez beaucoup mes avis en considération, je m'en rends compte au fil du temps et c'est juste dingue, donc j'espère avoir réussi à vous aiguiller un peu, ne pas non plus vous dégoûter de certaines lectures. Il est toujours important de se faire son propre avis, comme dans toutes les œuvres de lecture que vous allez voir n'importe où, les avis sont personnels, donc il est toujours intéressant de se faire le sien. On peut vous aiguiller, on peut justement vous aider à voir et à cibler ce qui peut vous intéresser ou pas, mais il faut vraiment pas prendre les avis des gens pour argent comptant. Je peux vous titiller un petit peu pour vous dire que dans le prochain update, je vais pouvoir vous parler notamment de ce bébé, à savoir Lune Ardente, publié aux éditions Plume Blanche et écrit par Morgane Rugraff. Je suis en pleine lecture commune avec d'autres Kimichou là-dessus. Je peux vous dire que c'est une pépite royale, ça va être un coup de cœur, j'adore. On passe par toutes les émotions, on n'arrête pas de discuter dans la conversation de groupe avec des bonhommes, vous voyez le bonhomme choqué, le bonhomme qui vomit, mais que des trucs comme ça. Je peux vous assurer que c'est une lecture géniale, je vous en reparlerai en temps et en heure puisque c'est une sortie du mois d'octobre, donc ça peut bien patienter encore un peu. N'hésitez pas à me dire ou à réagir avec les livres que je vous ai présentés. Est-ce qu'il y en a que vous avez déjà lu? Est-ce que du coup vous allez craquer pour certains parce que vous attendiez ou pas mon avis? N'hésitez pas à me dire tout ça, c'est très important pour moi d'avoir vos retours là-dessus. Ça me permet de voir aussi un petit peu tout ce qui est la pertinence de ce que je vous raconte. Est-ce que c'est intéressant aussi pour vous, etc. Donc n'hésitez pas comme toujours à rebondir et surtout cette fois-ci à consulter la barre d'informations pour avoir le lien Ulule du bouquin de la Kimichou qui essaie du coup de l'auto-éditer, à savoir la réécriture du conte de Maléfique. Et notamment vous avez la campagne Ulule pour les héritiers de Nadar, le deuxième tome, mais vous pouvez acquérir les autres en même temps. Voilà, j'ai terminé de bavasser aujourd'hui, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, toujours, comme d'habitude. Je vous retrouve du coup dimanche matin pour un book haul. Je vous fais d'ici des gros bisous les Kimichou et prenez soin de vous. À dimanche matin.